Les montagnes d'Alter, enneigées et austères, se dressaient comme des sentinelles autour de la petite ville, formant une barrière naturelle contre le monde extérieur. Le matin où Jérôme Bastille, le boulanger adoré de tous, ne se présenta pas pour ouvrir sa boutique, une inquiétude glaciale s'infiltra dans l'esprit des habitants. Ils avaient pour habitude de le voir chaque matin, vêtu de son tablier blanc et souriant derrière son comptoir. C'était un pilier de leur quotidien, et son absence inexplicable laissa un vide oppressant. Vers 8 heures, l'un de ses voisins, Michel, remarqua la lumière allumée dans l'arrière-boutique et une étrange silhouette penchée contre le camion de livraison. Intrigué, il s'approcha, et la vision qui s'offrit à lui glaça le sang. Jérôme était affalé à côté de son véhicule, ses yeux grands ouverts fixant le ciel pâle, le visage figé dans une expression d'effroi inexplicable. Michel se sentit mal à l'aise, comme si quelque chose d'invisible et malveillant flottait encore autour du corps de son ami. Marie Ravel, une jeune inspectrice récemment affectée à Alter, arriva rapidement sur les lieux avec son équipe. Elle avait vu bien des scènes troublantes dans sa carrière, mais cette fois, elle ne put ignorer la sensation étrange qui flottait dans l'air. Elle s'approcha du corps de Jérôme, examinant ses mains crispées, son visage figé, et nota qu'il n'y avait aucune trace de lutte. Pourtant, l'expression de terreur sur son visage laissait entendre qu'il avait vécu un dernier instant d'épouvante pure. En interrogeant les habitants, Marie réalisa que Jérôme n'avait aucun antécédent médical qui expliquerait une mort aussi soudaine. Les murmures de la foule étaient remplis d'incompréhension et de crainte. Elle décida d'ouvrir une enquête, même si tout autour d'elle semblait convaincu qu'il ne s'agissait que d'un arrêt cardiaque. Mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'il y avait plus que ce que l'on voyait. Le soir même, Marie se retrouva seule dans son bureau, repassant chaque détail de la scène de crime dans sa tête. Elle ne pouvait ignorer ce pressentiment oppressant qui semblait s'insinuer en elle, comme si une force invisible et sombre la surveillait. En analysant ses notes, elle comprit qu'elle venait de plonger dans une affaire qui mettrait sa propre stabilité mentale à l'épreuve. La neige continua de tomber pendant les jours suivants, recouvrant Alter d'un voile de silence et de mystère. Mais la tranquillité de la ville fut bientôt de nouveau perturbée lorsqu'une autre tragédie survint. Louise Delorme, une retraitée respectée pour sa gentillesse et sa bonne humeur, fut retrouvée sans vie dans son jardin. La scène, tout comme celle de Jérôme, semblait paisible, presque banale, mais quelque chose d'inexplicable continuait de hanter le regard figé de la vieille femme. Marie arriva sur place et scruta le corps inepte de Louise. Tout comme pour Jérôme, aucun signe de violence, pas de trace de lutte, mais toujours cette expression de terreur profonde dans les yeux de la victime. Un médecin légiste inspecta le corps et confirma une mort apparemment naturelle, mais Marie n'était pas convaincue. Le décès de 2 personnes en si peu de temps et dans des circonstances si similaires était bien trop étrange pour être une simple coïncidence. En retournant au poste, Marie décida de se plonger dans les archives de la ville. Elle consulta les dossiers des décès des 20 dernières années, espérant trouver un modèle ou une anomalie qui pourrait lui fournir des indices. Mais rien. Ces morts étaient les seules de ce type, et aucune des personnes décédées n'avait d'antécédents médicaux ou de prédisposition à des crises cardiaques. Pourtant, la peur semblait imprégner ces 2 scènes de crime d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Les collègues de Marie commencèrent à la regarder étrangement. Pour eux, ces morts étaient des accidents malheureux, rien de plus. Mais elle se trouvait de plus en plus obsédée par cette affaire, comme si une voix intérieure l'incitait à poursuivre. La nuit, seule dans son appartement, elle ne pouvait s'empêcher de ressasser les événements, imaginant qu'une force inconnue s'approchait, lentement, mais inexorablement. La peur s'insinuait dans la ville d'Alter, se glissant dans chaque maison et chaque esprit. À mesure que les jours passaient, les habitants se renfermaient sur eux-mêmes, et des rumeurs se répandaient à une vitesse alarmante. Dans les petites ruelles et les cafés locaux, on murmurait des théories farfelues, certains évoquant une malédiction, d'autres parlant d'un tueur insaisissable qui rôdait dans l'ombre. Marie, bien qu'habituée à l'ambiance tendue des enquêtes, sentit quelque chose d'inhabituel en elle. Elle ne pouvait plus ignorer la pression oppressante qui pesait sur ses épaules chaque fois qu'elle passait près des lieux des décès. Lors d'une pause au café de la place centrale, elle écouta discrètement les discussions de quelques habitants. Un nom revenait souvent dans les conversations, Bernard Laroche, un homme arrivé récemment en vie, et que certains disaient mystérieux, étrange, comme s'il cachait quelque chose. Intriguée, Marie interrogea les habitués. On lui décrivit Bernard comme un homme discret, qui parlait peu et vivait dans une petite maison à l'écart, au pied des montagnes. Lorsqu'elle tenta de le questionner à son domicile, elle ne trouva qu'une demeure austère,
vide et silencieuse, comme si l'homme s'était volatilisé. Pourtant, elle sentit un frisson la parcourir, une sensation d'être épiée par un regard invisible. Marie comprit que ce Bernard Laroche était peut-être une piste, et elle décida de garder un œil sur ses allées et venues. Les jours suivants, Marie se plongea dans des recherches sur les effets de la peur sur le corps humain, contactant des spécialistes en psychologie et en médecine. Elle découvrit que, dans certains cas extrêmes, la terreur pouvait provoquer des arrêts cardiaques, bien que cela reste rare. Elle envisagea la possibilité que quelqu'un, ou quelque chose, puisse manipuler les peurs profondes des victimes jusqu'à provoquer la mort. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, elle eut à nouveau cette sensation d'être suivie. Se retournant brusquement, elle aperçut une silhouette sombre au bout de la rue, immobile. Elle reconnut immédiatement Bernard Laroche, ses yeux fixes et scrutateurs braqués sur elle. En quelques secondes, il disparut dans l'ombre, laissant Marie paralysée par une angoisse viscérale. Elle s'efforça de reprendre ses esprits, mais la sensation de danger imminent ne la quittait plus. Déterminée à percer le mystère, elle se rendit chez Bernard, mais il n'était pas là. Elle inspecta les lieux avec minutie et trouva, dissimulé dans une armoire, un carnet contenant des notes cryptiques sur la peur et la mort. Les phrases étaient éparses, mais toutes tournaient autour du concept d'une « arme invisible ». Marie, ébranlée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle venait de toucher du doigt une réalité insaisissable. Le mercredi suivant, Marie s'infiltra dans un cercle de joueurs de cartes auquel participaient Géraud, Louise et d'autres victimes potentielles. Elle s'assit discrètement, observant chaque participant, mais c'était Bernard qui accaparait son attention. Son regard hypnotique et sa posture calme dégageaient une force inquiétante. Marie s'aperçut qu'il analysait les réactions de chacun, comme un prédateur guettant le moindre signe de faiblesse. Au fil de la soirée, elle nota que certains joueurs semblaient mal à l'aise en présence de Bernard. L'air était lourd, oppressant, comme si une énergie sinistre imprégnait la pièce. Bernard souriait parfois, un sourire figé et calculateur qui semblait manipuler leurs peurs les plus profondes. Marie comprit qu'ils jouaient avec leur esprit, testant leur résistance, les poussant à bout sans jamais lever la main. Elle tenta de l'interroger, mais il demeura évasif. Bernard semblait se délecter de cette emprise qu'il avait sur eux, et Marie sentit sa propre angoisse croître, submergée par une force invisible. Elle comprit qu'il possédait un pouvoir mystérieux, et que seule la détermination à aller jusqu'au bout pourrait lui permettre de l'arrêter avant qu'il ne détruise tout sur son passage. Les jours passent, et Marie sent l'urgence la gagner, comme si chaque seconde passée sans résolution était une insulte aux victimes. Les meurtres continuent, insidieusement dissimulés sous des apparences de crise cardiaque, d'AVC, de simples accidents. Mais pour elle, c'est devenu clair, chaque mort suit un même schéma, chaque victime est liée par un détail minuscule, un détail que seul le tueur et elle-même semblent remarquer. Marie commence à éplucher les dossiers des victimes en quête de réponses, observant chaque connexion, chaque événement, chaque trace infime qui pourrait relier ces personnes entre elles. Elle découvre que certaines des victimes avaient participé, d'une manière ou d'une autre, à un projet de recherche médicale. Le nom d'un chercheur se démarque alors, un ancien scientifique brillant, disparu des radars depuis des années, un certain Bernard Laroche. Ce nom résonne dans sa mémoire, éveillant de vieux souvenirs d'un scandale étouffé. Mais comment Laroche aurait-il transformé son savoir scientifique en arme invisible? Les révélations s'enchaînent à un rythme infernal. Elle découvre que Laroche avait eu des démêlés avec l'un des organismes de santé, suite à des expériences controversées impliquant des neurotoxines. Une rumeur affirmait qu'il était obsédé par l'idée d'une arme capable de causer une mort naturelle, sans qu'aucune autopsie ne puisse trahir son intervention. Mais la rumeur avait été enterrée avec le temps. Jusqu'à maintenant. Marie comprend qu'elle doit entrer dans les profondeurs de l'obscurité pour déjouer les plans de Laroche. Elle rencontre d'anciens collègues du chercheur, des scientifiques qui refusent d'évoquer son nom, comme s'il s'agissait d'une malédiction. Mais l'un d'eux finit par lui parler de ses derniers travaux, évoquant une toxine expérimentale, capable de passer inaperçue dans l'organisme et d'infliger des dégâts irréversibles. Ces applications auraient dû être limitées au domaine médical, mais Laroche n'avait jamais eu de limite. Il avait toujours cherché à repousser les frontières, quitte à s'enfoncer dans l'illégalité. Au cœur de la nuit, Marie reçoit un message anonyme, un simple lieu, une heure. Elle hésite, mais sa soif de vérité est plus forte que la peur. Lorsqu'elle arrive sur place, elle ne trouve qu'un vieil homme qui murmure à peine. Il lui confie une clé USB contenant des notes cryptées, des schémas et des calculs, des années de recherche malsaine. C'est là qu'elle comprend,
Laroche a non seulement inventé une arme, mais il a aussi créé un réseau d'alliés, des complices dévoués à son œuvre macabre. Marie, épuisée mais résolue, rassemble ses preuves et tente de convaincre ses supérieurs. Mais sans le soutien de la police ou d'une équipe scientifique officielle, elle n'a que peu de moyens d'arrêter Laroche. Pire encore, elle apprend que le chercheur a infiltré les sphères les plus hautes de l'État. Ses victimes ne sont pas seulement des cibles aléatoires, elles appartiennent à un réseau influent qui a tenté de l'évincer, de le discréditer. Elle décide alors de jouer le tout pour le tout, elle devient sa propre enquêteuse, sa propre juge. Elle se cache et s'infiltre, suivant la trace de Laroche jusqu'à un laboratoire abandonné dans les montagnes. Ce lieu de cauchemar est empli de notes, de flacons, de produits toxiques oubliés, tous témoins de l'esprit tordu de Laroche. Elle comprend que, pour lui, chaque mort est une revanche, un message adressé à un monde qu'il a rejeté. Finalement, Marie trouve Laroche, seule, en plein milieu de son repère. Il semble l'attendre, avec une sérénité terrifiante. « Vous n'êtes pas comme les autres, Marie. Vous êtes la première à comprendre ce que je fais, » murmure-t-il avec un sourire froid. Il lui parle de son ambition, de sa quête pour maîtriser la vie et la mort, de ses projets pour remodeler la société. Il voit en elle une alliée potentielle, quelqu'un qui pourrait l'aider à parfaire son œuvre. Marie, elle, comprend qu'elle est face à un homme qui a perdu toute humanité. Laroche tente de l'ébranler, de la convaincre du bien fondé de ses actions. Mais elle sait que tout cela n'est qu'une façade. Derrière ce discours savant, se cache un sadisme qui ne cherche qu'à détruire. Elle résiste, utilisant toutes les informations recueillies pour le déstabiliser, exposant ses failles. Un face-à-face tendu, où chaque mot, chaque geste, pourrait déclencher une fin tragique. Alors que la confrontation atteint son paroxysme, Laroche tente de s'échapper, mais Marie l'empêche, bloquant toutes ses issues. Dans une lutte désespérée, elle parvient à renverser son propre poison sur lui, un revers tragique pour l'homme qui a cherché à manipuler la mort elle-même. Laroche, piégé par sa propre création, comprend que son empire de l'invisible est tombé. Son dernier regard est empreint de rage et de désespoir, un regard qu'elle n'oubliera jamais. Elle observe la scène, choquée mais déterminée, réalisant que cette fin était inévitable. Elle sait qu'elle n'a pas seulement vaincu un tueur, mais aussi l'incarnation d'une soif de pouvoir démesurée. Alors que les sirènes de la police se rapprochent, elle se prépare à affronter les conséquences de ses actes, avec la certitude que le monde ignore encore l'ampleur de ce qu'elle vient d'empêcher.